Alors, il est passé 12h45, donc on va commencer la session pour commencer à l'heure pour cette première rencontre. Je, je vois que les personnes se connectent progressivement, donc je vais juste profiter de ces deux, trois premières petites minutes ensemble et à se rejoindre pour vous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui. C'est le fruit d'échanges, de discussions de couloir qui se sont transformés en une envie de faire aboutir ce projet d'échange pédagogique. Et donc, grâce à mon travail avec Nolwenn Dezambre, qui est ingénieur pédagogique au sein de l'Université catholique de Lille, j'ai pu initier cette dynamique et donc vous proposer aujourd'hui cet atelier sur l'enseignement supérieur et l'intelligence artificielle. Le but de ces rencontres virtuelles, c'est qu'elles soient vraiment très faciles à suivre. Vous pouvez vous connecter. Si vous êtes obligé de manger en même temps parce que c'est sur la pause déjeuner, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait convivial et détendu comme échange. Et puis, le but aussi, c'est que, et c'est important pour nous, c'est pas un moment descendant. C'est pour ça qu'on se rencontre, même si c'est virtuellement. C'est un début de discussion. Donc, Nolwenn va aujourd'hui l'initier en vous représentant un certain nombre de choses, en répondant aussi à vos remarques, questions et interrogations. Et on vous remercie d'avoir euh, rempli le questionnaire. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, donc on les remercie très sincèrement d'avoir pris ce temps parce que ça va lui permettre aujourd'hui de rebondir sur vos interrogations et peut-être petites angoisses aussi par rapport à cet outil. Guillaume Simian, à son tour, viendra vous présenter des utilisations de cette technologie et j'ai demandé à Guillaume d'intervenir plus spécifiquement sur la question du prompt. Donc déjà, on reviendra sur ce mot qui est passé dans les usages du prompt et puis il pourra vous expliquer un petit peu effectivement comment les étudiants et vous-même pouvez utiliser ces outils. Et ça me paraissait aussi important de faire des retours d'expérience, même si on en est au début de ces expériences, avec plusieurs étudiants et étudiantes qui ont vraiment investi l'outil pour des usages que j'ai trouvés originaux ou enthousiasmants. C'était plutôt un message positif que je voulais communiquer avec eux. Et je les remercie d'ores et déjà d'avoir pris dans leur temps pour partager, mutualiser avec les enseignants et d'autres personnes, toutes les personnes curieuses qui sont présentes aujourd'hui. Donc, merci Nolwenn, merci Guillaume, merci aux quatre étudiants qui sont là, étudiantes qui sont là aujourd'hui, et puis merci aussi à Aurélien Racca, qui, par ses doutes et ses questions de couloir, a permis ce projet aujourd'hui. Et j'espère que ça vous plaira, que le format vous plaira. Donc, je laisse la parole tout de suite à Nolwenn. Et nous garderons le temps d'échange plutôt pour la fin, mais un vrai temps d'échange. Donc, on s'est imposé un calendrier, pas un calendrier, un chronomètre assez serré, justement pour permettre un vrai temps d'échange à la fin. Nolwenn, je te laisse la parole. Bah, merci à toi et merci à vous. Euh, donc, je ne vais pas redire tout le sommaire puisque Alicia l'a bien dit. Donc, effectivement, moi, mon objectif, c'était de pouvoir répondre à vos questions, à la fois sur les avantages et les limites de l'intelligence artificielle, des outils d'intelligence artificielle. Et puis, il y a eu aussi pas mal de questions sur les évaluations. Donc, comment l'utiliser ou ne pas l'utiliser, l'autoriser ou pas lors des évaluations. Donc, tout d'abord, je vais juste lancer un petit sondage, donc très rapidement. Vous verrez la question s'afficher sur votre écran et il faudra juste répondre par oui ou par non. Donc, est-ce que selon vous, l'intelligence artificielle est-elle une nouveauté? Donc, je laisse juste une petite minute. Vanessa? 24 réponses. Ok, très bien. Alors, on peut arrêter déjà là puisqu'on voit quand même la majorité d'entre vous ont répondu par non. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. L'intelligence artificielle n'est pas une nouveauté puisque le traitement automatique du langage remonte déjà aux années 1950. Par contre, c'est bien à partir des années 2010 qu'il y a une réelle progression. Puisque les capacités de calcul des machines ont réellement progressé, la numérisation des données et aussi les systèmes d'apprentissage automatique.
Donc, par exemple, pour donner un exemple, quand vous utilisez, un site e-commerce et que vous souhaitez, choisir un produit, vous avez d'autres produits qui vous sont affichés. Donc cela, c'est, de l'intelligence artificielle. Quand vous souhaitez aussi traduire un texte pour ne pas citer, par exemple, Google Translate, la traduction automatique, c'est de l'intelligence artificielle ou même, par exemple, les assistants vocaux comme, Siri d'Apple. Donc est-ce que, donc nouveauté ou pas? Non. Pourquoi générative? Donc l'intelligence artificielle générative permet la création ou la génération de nouvelles données, de nouveaux contenus ou de créations originales. C'est pour ça qu'elle s'appelle, générative. Cette intelligence artificielle manipule, une immense quantité de données, qu'elles soient issues d'internet, qu'elles soient issues de différentes banques d'images, de forums et d'encyclopédies en ligne. Pour autant, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence? Alors, il faut savoir que les intelligences reposent sur des statistiques qui prédisent les mots suivants de manière aléatoire. Comme nous verrons tout à l'heure avec Guillaume Simian, les réponses des outils font suite à des prompts. Ce sont donc les questions que vous allez poser à l'outil. Ce sont des entrées textuelles pour interagir avec le logiciel dans un langage naturel, dans le langage de tous les jours que l'on parle. Donc aléatoire puisque, les réponses, ne seront pas les mêmes d'une personne à une autre avec la même question posée, à l'outil. Les IA, les intelligences artificielles génératives effectuent des calculs, mais ne possèdent pas de représentation du monde. Donc elles n'ont pas cette intelligence émotionnelle que, l'homme peut avoir. Par exemple, les intelligences ne comprennent pas le sens caché, l'ironie, le second degré. D'où la nécessité, et ça je vais le répéter plusieurs fois, d'avoir l'expertise sur un sujet, pour bien évaluer la qualité de la réponse de l'outil et toujours garder un regard critique par rapport aux propositions, avant d'utiliser, la réponse de l'outil. Et enfin, peut-on du coup leur faire confiance si, c'est, aléatoire et que, c'est pas toujours, très pertinent? Hem, Ces outils donc sont capables de composer des textes, comme on va le voir, mais aussi des images qui nous paraissent authentiques puisqu'elles imitent très bien, les créations humaines, les réponses qu'on pourrait nous-mêmes, apporter. Il faut savoir que ChatGPT, par exemple, qu'on va voir tout à l'heure, ne dispose pas de suffisamment d'informations dans sa base de données, même si elle évolue et donc elle va petit à petit, acquérir, de nombreuses données et être de plus en plus pertinente. Il faut savoir que, l'intelligence artificielle, va inventer quand elle ne sait pas. Elle ne dira donc pas qu'elle ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi, être critique par rapport, aux aux réponses. Hem, alors hop, je reviens. J'ai voulu vous présenter, alors juste vous montrer quelques exemples d'outils, qui peuvent être intéressants dans le cadre de l'enseignement parce qu'il faut savoir qu'il y a des centaines, d'outils qui existent. Donc aujourd'hui, on va parler de ChatGPT qui permet de générer du texte, quand vous lui posez, des questions. Pourquoi Perplexity? Puisque un peu comme ChatGPT, cet outil génère du texte mais avec des sources. C'est-à-dire que les réponses qu'il va nous donner seront tout le temps sourcées. Donc ça, c'est, assez intéressant. Il y a également du coup, Consensus qui peut être intéressant autant pour les étudiants que les enseignants puisque les réponses sont tirées d'articles de recherche. Alors par contre, pour le moment, il est beaucoup plus fiable en anglais et pas encore en français. Donc je pense qu'il, vaut mieux aussi un petit peu attendre, qu'il évolue. Midjourney plutôt pour la génération d'images si vous souhaitez, pour la préparation de vos cours, créer des images. Gamma plutôt pour la génération de supports de présentation, donc que ce soit des PowerPoint ou d'autres types de présentations, qu'elles soient interactives ou pas. Quand vous justement, vous n'avez pas forcément le temps de, préparer des PowerPoint pour vos cours, bah, l'outil Gamma peut être très intéressant pour un gain de temps. Et enfin, Knowledge, puisque il génère du contenu e-learning, donc c'est-à-dire des petits quiz, des activités interactives, des flashcards. Donc, vous lui donnez votre thématique et l'outil va vous générer plein d'exercices différents sur cette même thématique. Donc, effectivement, ça peut être aussi intéressant dans le cadre de vos cours.
Donc, quels sont les avantages et les limites de l'IA? Donc, au niveau des avantages, pour les étudiants, ça va être l'acquisition de compétences puisque, cela permet aux étudiants d'acquérir des compétences comme la pensée critique, en analysant, les réponses des, intelligences, artificielles génératives puisque, vu que les réponses ne sont pas toujours pertinentes, à l'étudiant d'aller chercher sur internet les sources pour, voir si, il ne s'est pas trompé et que c'est fiable. Encore, pour l'étudiant, la personnalisation de l'apprentissage puisque, les outils d'intelligence artificielle permettent d'individualiser l'apprentissage à l'image d'un tuteur, virtuel. Je ne vais pas détailler puisque les étudiants vont nous montrer tout à l'heure, mais par exemple, à l'image d'un tuteur virtuel, vous pouvez demander à l'outil de, vous générer plein de questions sur un sujet pour pouvoir, être entraîné et pour pouvoir, s'auto, évaluer. Pour les enseignants, une aide à la production pour, vos cours, donc pour la création de syllabus, pour la présentation de vos cours, pour, les plans de cours. Suggérer aussi des idées de projets, de travaux, de groupes et aussi une aide à la correction et à la notation puisque, les outils vont pouvoir, vous permettre de générer des feedbacks selon le niveau des étudiants et concevoir des éléments d'évaluation de type des grilles, critériées, des banques de questions et des exercices. Alors, au niveau des limites, donc comme je disais, au niveau de la fiabilité, hem, il faut savoir aussi que, en plus des hallucinations, donc on parle d'hallucinations quand l'outil invente au lieu de dire qu'il ne sait pas. Il faut savoir aussi que ces outils-là, se basent sur des données antérieures à 2023. Donc tout ce qui est, question par rapport à l'actualité, il ne pourra pas, nous répondre. Donc c'est à prendre en compte et puis certains outils aussi manquent de données sur des sujets très spécifiques. Au niveau des droits d'auteur, donc pour le moment, il n'y a aucun droit d'auteur qui n'est rattaché aussi au contenu généré par ChatGPT, donc ça, il faut le savoir et par exemple, ChatGPT ne cite pas ses sources, contrairement à Perplexity comme je vous l'ai montré et il y a également aussi l'intelligence artificielle de Microsoft qui est Bing Chat. Au niveau de la sécurité des données, alors il faut savoir que, ces outils collectent, toutes vos données à partir des conversations. Donc c'est-à-dire que, ne donnez pas vos données personnelles ou des données personnelles des étudiants comme des copies d'étudiants, puisque, ben, effectivement ça peut se retrouver, heu, sur internet. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et enfin, tout ce qui est biais discriminatoire puisque, il faut savoir que les réponses, de ces outils, d'intelligence artificielle sont influencées par les biais, puisque la base de données est anglo-saxonne. Donc, c'est aussi un élément à, prendre, en compte. Hem, alors un petit schéma, mais bon, je ne vais pas m'attarder parce que je pense que le temps tourne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est, de développer une utilisation responsable de l'outil, que ce soit pour les enseignants et les étudiants et donc de distinguer, ce schéma vous le montre bien, ce qui, peut relever de, l'humain et ce qui peut effectivement être confié à une IA. Donc là, on voit bien, par exemple, sur le schéma que, ce qui peut être traité par une machine, vont être la production de textes, d'images, de l'entraînement, de la modélisation. Par contre, ce qui ne peut pas être traité par une intelligence artificielle, mais par un humain, vont être tout ce qui est, analyse réflexive, avoir une approche intuitive, hiérarchiser, réfléchir, à, un certain, contenu. Et la dernière partie sur, comment adapter ces modalités, d'évaluation, puisque, certains d'entre vous ont posé, certaines questions sur comment adapter ces évaluations. Donc cela dépend effectivement de la stratégie que vous souhaitez mettre en place. Si vous souhaitez, lors des évaluations, qu'il n'y ait pas d'accès à l'IA, dans ce cas-là, on conseille, les examens en présentiel, les oraux, tout ce qui est débat, tout ce qui est aussi temps limité, sur, les questions et les devoirs, pour, éviter, toute utilisation de l'IA. Pour les évaluations pour lesquelles l'IA est complexe, voire non pertinente, dans une évaluation, ce seront, toutes les activités,
liées aux pédagogies actives comme l'apprentissage par projet, les travaux d'investigation, l'enseignement clinique pour le droit, les jeux de rôle, les débats, les mises en situation. Les activités aussi avec des tâches complexes où, où il y aura où l'étudiant va devoir, développer une démarche, trouver des solutions, faire preuve aussi de jugement et puis tout ce qui est effectivement analyse, réflexive, au sein, des différentes activités. Et enfin, pour, tout ce qui est évaluation qui intègre l'IA, donc il y a plusieurs, possibilités. Soit lors des évaluations, ajouter aussi des contraintes et des exigences, c'est-à-dire, replacer des concepts vus en classe que l'IA n'aura pas forcément ou des éléments d'actualité puisque comme je le disais, avant 2023, les outils, n'ont pas, les réponses. Multiplier aussi les angles en diversifiant les tâches, donc proposer de l'observation, de l'analyse, d'oral pour une même évaluation. Ce qui peut être intéressant aussi en utilisant vraiment l'IA, c'est, organiser un débat ou un jeu de rôle avec un chatbot comme, adversaire. Hem, L'évaluation inversée, donc ça c'est de l'apprentissage, actif où vous pouvez demander à l'étudiant de créer des questions, pour aborder un problème, un thème complexe et l'étudiant va générer une évaluation qui peut, balayer, l'ensemble d'un sujet. Et enfin, si vous souhaitez, utiliser l'IA pour une évaluation, ça peut être, par exemple, demander à l'étudiant de vérifier, les réponses, de l'outil, pointer les limites et les manques. Vous pouvez aussi également demander à l'étudiant, de comparer sa production avec et sans l'IA. C'est également, possible et d'évaluer plutôt effectivement une démarche, plutôt qu'un contenu que des connaissances, pures. Donc avant de laisser la parole à Guillaume, j'ai quelques petits conseils pour, la création d'un prompt. Donc déjà, qu'est-ce qu'un prompt? C'est la manière de formuler, on appelle ça des requêtes, donc des questions claires et efficaces pour obtenir, des réponses pertinentes, de la part de l'IA. Donc on conseille, 4 étapes. Donc tout d'abord de donner votre rôle, ou un autre rôle, c'est-à-dire agis en tant qu'enseignant, agis en tant qu'étudiant, agis en tant que formateur. Et il faut savoir que c'est inutile d'utiliser des formules de politesse puisque, l'objectif, c'est vraiment d'aller, à l'essentiel et de ne pas lui donner non plus trop d'informations qui ne seraient pas, pertinentes. Donner le contexte, donc le public visé, le niveau attendu et le ou les objectifs, par exemple à destination des étudiants de première année de droit. Définissez la tâche, donc le type d'activité. Ici, l'exemple, c'est qu'on soit 5 questions à choix multiples sur telle et telle thématique. Et enfin, mentionner les contraintes, donc le format, la tonalité, etc. Par exemple, pour chaque question, 4 choix de réponse, 2 correctes, 2 fausses, et ne pas afficher les réponses correctes. Donc, une fois que vous avez créé ce prompt, il faut bien entendu l'analyser, le vérifier et avoir un regard critique pour voir s'il faut ajuster ou améliorer votre prompt. Et du coup, n'hésitez pas à reposer une ou plusieurs questions pour affiner votre recherche et pour obtenir le résultat souhaité.